Oui, parce Christian, soyons plus sérieux, non, je parle pour moi. Il y a deux normes qui dictent un peu cette réglementation. Je parle sous votre contrôle, hein. La Oui, C1500, j'ai noté, il y a un guide AFNOR 15722, oui. il y a la C1400, bon, enfin, donc il y a toute une myriade aussi de réglementations en termes de sécurité électrique dont il faut tenir compte. Là, je parle pour les installateurs, mais aussi pour les maîtres d'ouvrage qui installent ces solutions. Naturellement. Et puis répondre à la question aussi, il y avait... Ah oui, Alors sur les oui, contrôles, on avait une on peut question le sur les faire en contrôles périodiques. préalable Ouais. si vous Allez, voulez. voilà. Pour ce qui est du contrôle périodique ou des vérifications périodiques dans les parties communes d'immeubles notamment, ben, à ce jour, c'est comme dans les parties privatives, les immeubles collectifs d'habitation ne font pas l'objet de vérifications périodiques comme les locaux à réglementation particulière que sont les locaux recevant du public ou des travailleurs. Ah, Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que... on peut penser que c'est un manque, mais aujourd'hui, c'est un fait. Voilà. Donc, on va évoquer un petit peu tous ces points-là, hein, les référentiels, justement. On ne va pas les détailler, mais on va les évoquer. On va parler un petit peu de sécurité électrique en immeuble collectif d'habitation, seulement quelques principes hein, qui sont tout à fait raccord avec le précédent intervenant. On parlera aussi de l'obligation ou pas de l'attestation de conformité, surtout dans quel cas. Et aussi, effectivement, on viendra sur les non-conformités constatées. On a quelques statistiques, hein, tout au moins pour les installations qui passent en quelque sorte entre nos mains, ou les attestations de conformité qui entraînent des inspections. On aura quelques chiffres indicatifs. D'abord, je vais tout de même rappeler ce qu'est Consuel, parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement. Consuel, c'est un acronyme, hein, ça veut dire Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité. Le statut, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 1964. Hein, c'est drôle, exactement comme la précédente entreprise. Et elle a été créée par les fédérations d'installateurs électriciens et par EDF à l'époque. Sa mission, bah, c'est toutes les études et actions en vue d'assurer la sécurité des personnes. C'est-à-dire et la conservation des biens, bien évidemment. C'est en relation. Hein. Un immeuble qui brûle, ben, les gens qui sont dedans ne sont plus en sécurité. Hein. Donc, c'est vis-à-vis de tous les risques électriques. Notre mission, c'est de viser les attestations de conformité. Une attestation de conformité, c'est un engagement de celui qui a réalisé l'installation à avoir respecté les règles essentielles de sécurité. Et ça, on le vérifie par sondage en réalisant des inspections. Nous avons été reconnus d'utilité publique par décret en 2004, à titre indicatif. Alors, pour ce qui est des référentiels, lorsqu'on parle d'une installation de recharge qui serait alimentée depuis l'installation électrique d'un bâtiment, donc là, c'est la fameuse norme NFC 1500 qui s'applique avec son amendement A5 aujourd'hui de 2015 et les interprétations qui sont citées qui concernent particulièrement, qui ont été citées, puisqu'à l'époque où la norme est sortie, on parlait moins d'installation de recharge. Il y a eu des questions qui ont été posées, qui ont fait l'objet d'interprétations, de réponses du normalisateur et qui sont toujours aujourd'hui applicables puisque la norme n'a pas encore été renouvelée. Alors, à titre indicatif, c'est prochain, ça. Hein. Il va y avoir ce qu'on appelle une série de normes NFC 1500 qui va prendre sa validité dans le courant de l'année 2024. Il y a aussi un guide. Ce guide, il est périphérique à la norme et il précise tout ce qui concerne spécifiquement les installations de recharge pour véhicules électriques. Il est en trois parties, hein, c'est dans le privé, dans le collectif et à l'extérieur. Voilà. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une IRVE qui est en espace extérieur, donc sans bâtiment, elle n'est pas dépendante d'un bâtiment, raccordée à un bâtiment, elle est totalement indépendante, par exemple sur la voie publique. Là, c'est la norme NFC 17200 pour les installations extérieures de 2016 qui s'applique, avec un fascicule de documentation 17205 qui parle surtout du dimensionnement des canalisations et des protections sur les installations extérieures. Donc voilà les documents qui s'appliquent sur les installations de recharge de véhicules électriques.
Alors, il faut savoir, en matière de sécurité dans les installations, qu'à ce jour, il n'existe pas de disposition de mise en sécurité pour les installations de recharge. Contrairement aux installations qui sont dans les logements, qui peuvent faire l'objet de dispositions de mise en sécurité, voire même dans les parties communes sur les installations d'usage courant. Ce qui veut dire que l'installation de recharge, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, elle doit satisfaire aux dispositions de sécurité en vigueur, donc celles qui sont notamment édictées par les référentiels qu'on vient d'évoquer. En particulier, et tout à fait en relation avec ce qui a été évoqué juste avant, l'installation de mise à la terre de l'immeuble, elle doit satisfaire aux dispositions de la NFC 1500 à partir du moment où elle supporte une installation de recharge pour véhicules électriques. Dans les dispositions de mise en sécurité des immeubles existants, il y a notamment des dispositions aménagées pour les sections. Ce n'est pas le cas quand il s'agit d'une installation de recharge pour véhicules électriques. Là, on respecte notamment les sections, la mise en œuvre des conducteurs, etc., conformément aux dispositions du référentiel en vigueur. Donc ça, il faut le savoir parce que ce n'est pas anodin lorsqu'on va planifier l'installation d'une recharge véhicule électrique dans un immeuble existant qui est déjà assez ancien. Il faudra le prendre en considération. Deuxième point essentiel, lorsqu'on ajoute ou qu'on étend une installation de recharge véhicule existant, il n'est pas question de diminuer le niveau de sécurité des installations électriques existantes. Et ça, on va voir plus tard que dans certains cas, il faut vraiment s'en préoccuper, notamment un changement de palier de puissance. Voilà. Suite à cette injonction, les pouvoirs publics ont prévu l'obligation d'une attestation de conformité par la modification du décret 2017-26 du 12 janvier 2017 dans son article 23. Ce qui veut dire que dans certains cas, on verra qu'il faut une attestation de conformité, même lorsque le point de livraison, le branchement existe déjà et que donc on est en branchement indirect. Alors voyons ces cas. Une attestation de conformité, ça ressemble à ça, ceux qui n'ont pas vu. Là, c'est ce que va devoir demander l'utilisateur à son opérateur ou à son fournisseur de recharge. Hein. Alors, réglementairement, oui, et ça, même s'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre un point de livraison neuf. Parce que le point de livraison neuf, on verra tout à l'heure que dans tous les cas, c'est le code de l'énergie qui s'applique. Hein, et de toute façon, pour mettre en service un point de livraison, un nouveau point de livraison, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut pas le mettre en service s'il n'a pas une attestation de conformité visée. Donc là, on va voir qu'il y a des cas, même en raccordement indirect, hein, c'est ce qu'on évoque là. Si par exemple, je mets en œuvre une installation de recharge véhicule électrique assez conséquente et qui dépasse les 36 kW hein, au point de livraison, donc là on parle de puissance surveillée, ça s'appelle comme ça aussi, et précédemment, dans un passé pas si lointain, c'est ce qu'on appelait dans le jargon le tarif jaune, pour ceux qui connaissaient ça. Voilà. Donc à partir du moment où on ajoute, où on installe une IRVE qui dépasse les 36 kW, il y a lieu de produire une attestation de conformité. La mise en service de l'IRVE est conditionnée à ça. Alors, habituellement, juste une question, je parle pour Didier, c'est quoi la puissance classique d'une borne? Non, dans le cas d'une installation d'une dérivation individuelle sur le réseau public de distribution, on va être sur des puissances de 6 kVA ou 9 kVA. Oui. Là, pour une puissance de 36 kilowatts ou plus, c'est plutôt la puissance qui sera requise par un opérateur pour un ensemble de bornes. C'est ça. On vous laisse continuer. Tenant compte généralement de la gestion. Évidemment, on n'additionne pas les puissances à l'infini parce que sinon, on mettrait des transformateurs monstrueux. Et voilà. Quand c'est collectif, on n'additionne pas les puissances. Mais effectivement, c'est de cet ordre-là. Et quand on fait une installation assez étendue, ça peut arriver assez vite. Donc à partir du moment où on a puissance surveillée, on verra tout à l'heure qu'il y a des conditions à prendre en considération et que l'installateur devra s'engager à l'avoir fait. Deuxième cas. Dans les bâtiments collectifs d'habitation, dans tous les cas,
quelle que soit la situation, il va falloir une attestation visée pour mettre en service l'IRVE, quelle que soit sa puissance. En quelque sorte, on pourrait dire, c'est à la pose de la première borne. Voilà. Et ça, c'est indépendant de la puissance. Troisième cas où l'attestation est obligatoire, c'est lorsqu'on doit remettre en service, suite à une augmentation de la puissance, une installation qui existe. Et notamment, si l'augmentation de la puissance aboutit à dépasser la puissance de 36 kW, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Je l'explique, un immeuble collectif existant, qui a un branchement normal en puissance limitée, qui alimente les installations habituellement qu'on trouve habituellement dans un immeuble, ça ne nécessite pas forcément de la puissance surveillée. On ajoute, parce qu'on a un parking étendu, une installation de recharge de véhicules électriques qui amène à dépasser cette puissance et donc à changer de palier de puissance. Il y a donc là une intervention du distributeur, forcément, du VRD. Et dans ce cas-là, pour remettre en service, il faudra produire une attestation de conformité. C'est en fait un des cas qui peut poser le plus de problèmes de sécurité. On disait tout à l'heure que l'ajout d'une IRVE ne doit pas diminuer le niveau de sécurité. Eh bien, un installateur qui va réaliser ce genre d'installation, il va devoir nécessairement se préoccuper de l'installation existante, même si ce n'est pas l'IRVE qui se trouve sous le même point de livraison. Lorsqu'on a une installation en puissance limitée, on a des courants de court-circuit qui sont limités de toute façon, qui ne dépasseront pas 3 kA. Si on passe en puissance surveillée, c'est en fonction de la puissance du transformateur, de la longueur, du type des canalisations. Il faut faire des calculs. Parce que le courant de court-circuit potentiel, il peut être beaucoup plus élevé, nécessitant donc la mise en œuvre d'appareillages qui sont capables d'interrompre ces courants et de les supporter. Ça veut dire que les tableaux existants, qui seront réalimentés par un point de livraison qui change de palier de puissance, si on ne s'en préoccupe pas, ça peut poser un gros problème de sécurité. Ça peut ne plus être compatible. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que quand on installe, on fait une installation IRVE, il faut regarder de manière plus globale toute l'installation électrique et avoir une vision globale et refaire des calculs. Absolument. De toute façon, un installateur qui travaille sur une installation existante, c'est vrai dans les locaux classés, c'est vrai aussi dans le logement, à partir du moment où il fait une modification sur une installation, qu'il y ajoute quelque chose, il doit toujours se préoccuper de l'influence sur la sécurité de l'installation existante. Il n'a jamais le droit de diminuer ce niveau de sécurité. Et là, le risque existe parce que si on passe en puissance surveillée sans se préoccuper des installations qui existaient et qui étaient en puissance limitée, on peut avoir un gros problème de sécurité. C'est une des raisons pour lesquelles l'attestation de conformité dans ce cas-là a été requise. Parce qu'à partir de là, une attestation de conformité, ça veut dire que l'installateur va devoir se préoccuper de ce problème et s'engager à l'avoir fait. Comment fait-on quand il n'y a pas d'installation ? C'est important aussi pour le donneur d'ordre. Une question de Bastien là, qui. Moi, j'avais donc une question pour toi, Christian. Mais du coup, comment fait-on quand il n'y a pas d'installateur, que c'est mon beau-frère qui vient me brancher ma cave à vin sur mon petit tableautin sur ma place de parking? Comment ça se passe? Quelle est la vision de Consuel sur une potentielle augmentation du risque électrique du fait de ce type de configuration? Si on n'a pas de déclaration, on n'aura pas de vision. S'il n'y a pas une attestation de conformité qui est produite, on ne le saura même pas qu'il y a eu cette modification. Parce que l'attestation de conformité, dans ce cas-là, on ne sait pas comment l'imposer. Elle n'est pas forcément produite et on ne sait pas comment l'imposer. Normalement, un installateur qui modifie une installation et puis qui installe de nouvelles canalisations, de nouvelles protections, etc., devrait faire vérifier son installation. Oui, on peut donner un conseil. On sait bien que s'il n'y a pas un dispositif réglementaire qui l'impose, ça ne se fait pas. On peut donner un conseil déjà de toujours passer par un professionnel, en tout cas sur ces éléments-là, parce que sinon il y a trop de risques. Je vous laisse avancer là sur vos diapos. Nous y allons. Alors, en raccordement direct, qu'est-ce qu'on appelle un raccordement direct? C'est je réalise une IRVE et je la raccorde à un nouveau point de livraison. Donc là, il n'y a pas de question qui se pose en matière d'attestation de conformité, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le Code de l'énergie et le décret modifié de 72 imposent au distributeur de mettre en service à partir du moment où il a une attestation de conformité visée. En revanche, en raccordement indirect, le point de livraison n'est pas spécifique à l'IRVE,
on se raccorde sur quelque chose qui existe déjà, comme on vient de l'évoquer. L'attestation est obligatoire même si le point de livraison est en service, dans le cas qui nous occupe. Là, on parle bien de copropriété, donc d'immeuble collectif, pas de maison individuelle. Donc là, ce sera une attestation par installation de recharge, y compris si on a fait une installation de recharge qui comporte plusieurs points de recharge, plusieurs bornes. Et ça vient du décret de 2017 modifié. Alors, quelle attestation, selon le cas? On va mettre tout de suite. Alors, vous avez le tableau qui résume un peu tous les cas. Vous allez, cher public, vous allez avoir un quiz à la fin. Alors, vous avez intérêt de prendre des notes, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Alors, les cas, on va aujourd'hui se focaliser sur le cas qui nous occupe, à savoir les copropriétés. Les copropriétés, c'est typiquement ce qui est encadré en rouge. C'est généralement des parkings de bâtiments collectifs, à usage d'habitation. Et là, l'attestation en question, c'est une jaune. Alors, pour ceux qui ont à remplir des attestations, vous ne pouvez normalement pas vous tromper, parce que quand vous allez sur l'espace consuel et que vous déclarez qu'il s'agit uniquement d'une IRVE, ça va vous canaliser sur l'attestation jaune, forcément. Si ce n'est pas la bonne, on la retourne. Donc là, il vaut mieux prendre la bonne d'entrée. Donc là, en cas général, pour les copropriétés, ce sera une attestation jaune, quelle que soit l'implantation de l'IRVE. Qu'elle soit sur un parking souterrain ou un parking qui est rattaché à l'immeuble et qui est juste dehors. Ça restera du jaune. Parking dépendant d'un bâtiment. En cas de puissance surveillée, il va y avoir un complément à l'attestation de conformité. Évidemment, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, l'installateur produira une attestation de conformité, mais pour nous assurer qu'il s'est préoccupé du problème qu'on a évoqué, donc des pouvoirs de coupure, des courants de court-circuit qui ont été forcément modifiés ou qui sont plus importants en puissance surveillée, il va devoir nous remplir un dossier technique qu'on appelle SC 143, auquel il peut accéder sur le site, et dans lequel il va, par quelques points essentiels, s'engager à s'être préoccupé de la valeur des courants de court-circuit et s'engager à avoir mis l'appareillage qui est capable de supporter, d'interrompre ces courants de court-circuit. Et il y a même une ligne où il va s'engager de s'être préoccupé des pouvoirs de coupure au niveau du tableau général existant qui est raccordé sous un même point de livraison lorsqu'il s'agit d'un raccordement indirect. Alors voilà, là on a des chiffres, là vous allez nous donner quelques chiffres de non-conformité qu'il pourrait y avoir, c'est ça? Alors, je ferai quelques commentaires, sachant qu'on n'est pas allé dans le détail, c'est générique. Donc, à titre indicatif, Consuel a visé en 2023 11 955 attestations de conformité relatives aux installations de recharge pour les véhicules électriques. Ça se découpe de la façon suivante. 3 784 étaient dédiés à un bâtiment d'habitation, en général, et 8 171 étaient dédiés à des locaux à réglementation particulière, qui peuvent être des locaux recevant du public ou des travailleurs, ou alors sur la voie publique. Sur la voie publique, on a vu le tableau tout à l'heure, c'est une attestation verte, et ça peut même être vérifié, le cas échéant, par un bureau de contrôle. Voilà. Dans le logement, on a procédé à 1483 visites sur site, puisqu'on a un taux de sondage, on ne va pas voir 100% des installations réalisées par un installateur. Taux de sondage officiel, et là on a un taux de sondage qui est de 39% sur ce type d'installation. Sur ces vérifications, on a une répartition des anomalies telle que celle qu'il y a sur ce tableau. Pour les contacts directs, donc ça c'est un contact direct en général, c'est un contact direct avec une pièce nue qui est sous tension. Ça reste quand même relativement rare, heureusement, parce que c'est le danger le plus grave et le plus imminent sur une installation électrique. Donc là, on a une petite évolution entre 2022 et 2023, mais on reste malgré tout à 2%. 2%, c'est quand même beaucoup, eu égard le danger qu'il y a. Oui, tout à fait, on peut considérer ça. Alors, quelquefois, les problèmes relevés en contact direct, ça peut être sur des installations qui ne sont pas encore en service.
voilà, et qui ne sont pas tout à fait terminées. Voilà. Et les précautions n'ont pas forcément été prises pendant ce laps de temps. Hein, c'est pas nécessairement, parce que le moment de la visite, de l'inspection, l'installation n'est pas en service en principe, voilà, et il se peut qu'il reste quelques travaux à finir, des protections à fermer, des boîtes ou des coffrets à fermer. Voilà. Ça peut, même si c'est sous tension provisoire, ça peut faire l'objet du relevé d'une anomalie. Par contre, les contacts indirects, en liaison avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, hein, c'est important, les contacts indirects. Les contacts indirects, hein, pour ceux qui ne sont pas techniques, c'est ce qui ne devrait pas arriver. C'est-à-dire qu'on a un élément, généralement métallique, qui se retrouve sous tension alors qu'il ne le devrait pas. Parce qu'il constitue soit une enveloppe, soit un élément qui en aucun cas ne devrait être sous tension. Par exemple, l'enveloppe de la borne ou un chemin de câble qu'on évoquait tout à l'heure, en aucun cas ça ne doit se retrouver sous tension. Si ça se retrouve sous tension, c'est qu'il y a un défaut de mise en œuvre ou une détérioration de matériel. Donc là, c'est plutôt de la mise en œuvre ou des règles qui ne seraient pas forcément, de mise en œuvre qui ne seraient pas forcément respectées. Donc ça se découpe, ce 15% là, ça se découpe en 3 volets. Il y a une évolution sur la protection différentielle. Alors ça, on sait pourquoi. Hein. Pour protéger une installation de recharge pour véhicule électrique, il faut mettre des différentiels d'un type bien déterminé en œuvre, selon qu'on est en monophasé ou en triphasé. Il y a pas mal d'erreurs avec ça. Et en plus, cette protection différentielle, elle doit être individualisée. C'est-à-dire que chaque point de connexion doit avoir sa propre protection, ce qui permet d'avoir une certaine sélectivité et une certaine continuité de service. Voilà. Donc la protection différentielle, c'est assez important. On a la valeur de la prise de terre. Alors j'évoquais tout à l'heure l'installation de mise à la terre. La prise de terre dans un immeuble, elle en fait tout à fait partie, ou dans une maison. Les prises de terre anciennes, soit parce qu'elles n'avaient pas été bien réalisées au départ, soit parce qu'elles se sont dégradées dans le temps, sur un immeuble ancien, elles peuvent ne plus être valables. Et c'est très important avec une installation de recharge pour véhicules électriques, parce qu'il y a non seulement la sécurité, évidemment, mais ça peut entraîner une installation de mise à la terre défectueuse, peut même entraîner des dysfonctionnements de l'installation de recharge. Il faut le savoir. Et il y a un certain nombre de problèmes. Je voudrais compléter ça, pardon. Ce qui risque de se passer surtout, c'est que si la Terre elle n'est pas dans la norme de ce qu'acceptent les voitures, la voiture elle va pas charger. C'est pas, Exactement. c'est pas un risque électrique, c'est un risque de pas être compatible avec le fonctionnement de certains véhicules. Tout à fait. Et attention, une liaison à la Terre, c'est important. C'est la même chose que ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les chemins de câbles. S'il y a un défaut d'isolement, sans liaison à la terre, eh ben c'est celui qui va toucher la carcasse qui va servir à écouler le courant de défaut. Alors que si on a un conducteur de protection correctement mis en œuvre et puis une prise de terre correcte, le courant prend toujours le chemin le plus facile. Il vaut mieux que le chemin le plus facile, ce ne soit pas la personne. C'est mieux. Et là, on y vient justement sur les conducteurs de protection. Alors, c'est aussi en liaison avec ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Attention, une installation de recharge, elle doit être raccordée sur une installation de mise à la terre qui est tout à fait conforme aux règles actuelles, qu'il s'agisse de la présence des conducteurs, de leur section, de la nature, etc. Et ça, dans l'existant, il peut y avoir pas mal de problèmes parce que le réflexe d'un installateur, c'est de se dire je fais ce pour quoi je suis payé, sauf que il doit se préoccuper de la sécurité en général de l'installation sur laquelle il intervient et il ne peut pas fermer les yeux sur l'existence ou pas des conducteurs de protection lorsqu'il pose une IRVE. Donc on a quelques problèmes avec ça. Les conducteurs de protection, ça inclut la continuité. Cette continuité, elle ne doit pas être supérieure à 2 ohms. Eh ben, en relation avec des connexions qui éventuellement peuvent être défectueuses, eh ben, on peut trouver des défauts de continuité. Ça englobe tout un tas de défauts sur l'installation de mise à la terre, cette histoire de conducteur de protection. Ça peut être la nature, la couleur, ce qu'on veut. C'est de toute façon considéré comme un point de sécurité puisque c'est l'installation de mise à la terre, c'est la base de la sécurité sur les schémas qu'on emploie en France. Voilà, je vous laisse détailler là les autres. Alors, le sectionnement et la commande, ça n'a pas beaucoup évolué. Quand on parle de ça, c'est en général la séparation pour intervention sur les circuits et puis surtout la coupure d'urgence.
Les protections contre les surintensités, il y a eu quelques dérives, et c'est lié parfois au dimensionnement. Une installation de recharge pour véhicule électrique, ce sont des trains de charge, donc le dimensionnement il est un petit peu différent d'un circuit ordinaire. C'est un petit peu plus costaud. Donc il peut y avoir des oublis sur ce genre de... Et là, c'est plutôt, le plus souvent, ça va même entraîner plus des défauts de fonctionnement à plein régime que des vrais problèmes. La conformité du matériel, alors ça, on sait ce que c'est, essentiellement. La conformité du matériel, c'est les fameuses prises qui ne comportent pas d'obturateur. Aujourd'hui, les obturateurs d'alvéoles, dès que c'est rattaché à un bâtiment, restent obligatoires en France. Et certaines prises, il y a deux types de prises, il y a les prises de type 2 qui ne comportent pas d'obturateur dans un certain mode de charge habituel, et il y a les prises qui comportent des obturateurs. Les obturateurs, dès qu'on est rattaché à un bâtiment, ils sont obligatoires. Et là, on relève quand même assez régulièrement ce problème. Après, le reste, ce sont de la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre, c'est la mise en œuvre du matériel. Et notamment quelques anomalies sur le circuit spécialisé. Alors ça, c'est même plus normatif, c'est carrément réglementaire. La borne de recharge, le point de recharge doit disposer d'un circuit distinct, spécialisé, avec son différentiel, sa protection et sa ligne. Alors ça, lorsque ce n'est pas respecté, on ne répond pas non seulement au texte normatif, mais au texte réglementaire. Les connexions, alors il y a eu une grosse augmentation, parce que, surtout sur ces installations-là, et toutes les installations en général, il y a de plus en plus d'emplois de conducteurs souples, notamment dans les armoires, lorsqu'elles sont constituées par l'installateur. C'est plus facile de manipuler du souple que du rigide. Et en revanche, avec le souple, il faut mettre des embouts à sertir. Sinon, si on ne met pas en œuvre des embouts à sertir, on s'expose à des connexions défectueuses, à des échauffements anormaux, voire à des départs de détérioration d'une armoire complète. Donc ça, c'est regardé de près. Il y a eu une petite augmentation des anomalies dans ce domaine-là. Et bien sûr, il y a le mode de pose. Alors le mode de pose, c'est selon le mode de pose employé. Ça peut être, par exemple, dans les parkings souterrains, du chemin de câble, des câbles attachés. Lorsqu'on choisit d'attacher les câbles, on va regarder que les câbles soient correctement attachés. Et on ne va pas permettre d'enterrer des conducteurs, par exemple. C'est pas sérieux. Donc là, il y a de temps en temps des petits problèmes de mode de pose ou des moulures qui seraient utilisées sans accessoires avec des conducteurs ou des choses comme ça. Voilà, c'est le bilan. Et puis, il y a quelques augmentations d'anomalies qui sont liées justement à la mise en œuvre de plus en plus de matériel différentiel particulier. Il y a le différentiel d'un certain type et il y a des équivalences, c'est-à-dire que certaines bornes comportent un dispositif qui permet de mettre un autre différentiel en service et il faut que ce soit compatible. Donc parfois il y a des petites erreurs sur ce point-là. Donc vous avez mis en place une plateforme, je crois, de formation pour les électriciens, parce qu'on voit à quel point c'est un sujet important. Tout à fait. Alors, ce sont des modules e-learning qu'on a mis à disposition et qui ont pour objectif de connaître la réglementation, parce que c'est quand même la première chose à faire en matière d'installation de recharge, de maîtriser les démarches liées à la conformité, donc tout ce qu'on vient d'évoquer, constituer son dossier, notamment celles qui concernent les attestations de conformité et les éventuels dossiers techniques. Si on a en puissance surveillée, il y a deux documents, il y a l'attestation et le dossier technique. Et bien sûr, de connaître les obligations en matière de formation qui, elles aussi, sont réglementaires. N'importe quel installateur n'est pas normalement habilité à poser une borne de recharge, à réaliser une IRVE. Il y a une obligation de formation, il faut le savoir. Nul n'est censé ignorer les règles, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, merci Christian pour cette présentation et avec les chiffres qui donnent à penser qu'il y a encore du travail à produire, mais c'est normal, on est sur des nouveaux systèmes et on travaille tous sur ces sujets.